Évidemment commencer en remerciant toute l'organisation de ce congrès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes chanceux d'avoir eu 3 jours comme vous allez avoir et vous avez déjà eu hier. C'est des choses qui se font pas partout. Ça a demandé une organisation de malade. Je remercie forcément toutes les personnes qui m'ont accueilli hier, qui m'ont nourri, blanchi, logé. Merci David. Et j'espère que ce que je vais pouvoir vous apporter en tant que préparateur physique pourra vous intéresser, pourra vous être utile pour votre formation. Donc, mon sujet d'intervention, les profils force-vitesse, je ne sais pas si vous y êtes sensibilisé pendant votre cursus, si c'est quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas à me répondre, que ça ne soit pas uniquement dans un seul sens. Du coup, je suis parti sur une introduction qui va être très basique, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. J'espère que ce sera suffisamment vulgarisé justement pour être capable d'être clair. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement investigués actuellement dans notre domaine de la préparation physique et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de passerelles à faire avec vos compétences et votre cœur de métier. Pour commencer, je suis obligé de remercier ces 2 personnes que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux si vous vous intéressez à ces méthodes d'évaluation, Pierre Samozino et Jean-Benoît Morin, qui clairement ont défriché à peu près tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc comme il faut rendre à César ce qui appartient à César, je vous parle de ces 2 personnes et je vous invite à les suivre car leurs travaux sont très intéressants et vous trouverez beaucoup de choses justement sur l'aspect de la prévention, de la réathlétisation et beaucoup de choses transversales à la profession de kiné. Mon petit sommaire, pour qu'on parle tous à peu près de la même chose, l'idée c'est de vous faire une introduction, bien comprendre ce que sont les profils force-vitesse et quel intérêt ils peuvent y avoir pour la préparation physique, et ensuite je vais tenter de vous le décliner sur la réathlétisation et la prévention de blessures. Ce sera majoritairement pour ceux qui potentiellement seraient intéressés de travailler dans des clubs, sur de la kiné spécifique au sport, tout ce genre de domaines qui vont vraiment être très en lien avec mon métier de préparateur physique. Et forcément, je vous ferai aussi quelques limites et je vais tenter de vous faire une petite ouverture sur la prévention de blessures. Pour me présenter brièvement, Léa l'a déjà fait. Je m'appelle Jason, donc je suis préparateur physique à mon compte. J'interviens en STAPS et en BPGEPS, donc sur les 2 aspects de la formation des métiers de coach sportif et prépa physique. Et du coup, j'ai monté le projet qui s'appelle Prépa et Performance, que vous pouvez retrouver sur Internet. Vous retrouverez d'ailleurs certaines méthodes. S'il y a des choses sur lesquelles je passe trop vite, vous pouvez retrouver les méthodes et les façons applicables directement dessus. Pour débuter cette introduction, en préparation physique comme aux Jeux Olympiques, on a un seul mot d'ordre: plus vite, plus fort, plus haut. Donc, que ce soit dans des activités très normées comme l'athlétisme ou l'haltérophilie, mais quand on se trouve dans des activités plus complexes comme les sports collectifs, etc., on est tout de même sur ce type d'action sportive. On va toujours chercher à sauter le plus haut possible, courir le plus vite possible, et du coup, déplacer une charge et générer un maximum de force en un minimum de temps pour être efficace. Ça tombe plutôt bien puisque c'est les 3 activités que je vous propose d'investiguer par une grande coïncidence sur donc nos profilages force-vitesse. Pourquoi les investiguer? Pour mettre en avant le fait que comparer des performances ne va pas être suffisant pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau des qualités mécaniques de nos sportifs. Pour vous tenter de vous faire comprendre cette idée, là on a l'exemple de 2 athlètes qui sautent tous les 2 à une même hauteur, 27 cm. Donc potentiellement, si je suis sur mon terrain et que je considère que mes deux sportifs, je leur fais un test de détente avec des plateformes, etc., je vois 27 cm, je considère qu'ils ont les mêmes qualités physiques. Pourtant, si je vais investiguer leur profilage force-vitesse, je vais me rendre compte qu'ils ont un équilibre totalement différent de leur qualité force-vitesse, qu'ils ont des niveaux de puissance maximale différents, qu'ils ont une orientation du profil différente, et donc tous ces critères-là vont mettre des critères utiles par la suite pour individualiser l'entraînement. Dans le domaine de la préparation physique et du coaching sportif, c'est extrêmement à la mode de parler d'individualisation depuis les 30 dernières années. Il faut individualiser le contenu d'entraînement. Très bien, comment fait-on? Et là, parfois, on a beaucoup moins de réponses d'un seul coup. L'intérêt de ce profilage force-vitesse, ça va justement être d'être capable de donner du contenu, du bonbon, en lien avec les besoins réels du sportif et pas uniquement en ayant évalué une performance qui ne va pas être la représentation
des réelles qualités mécaniques de nos cinétiques, etc., de comment on crée une gestuelle et du coup une résultante de force, de vitesse, de puissance. Donc c'est tout l'intérêt de ces profils. On va réaliser une sorte de carte d'identité des qualités mécaniques du sportif pour réellement comprendre ses besoins à l'entraînement et l'entraîner en conséquence. Je voulais partir d'une idée reçue qui est important à défricher pour bien comprendre où on se situe dans cette idée de force-vitesse. Ici, on a des études qui nous disent que si on augmente notre force maximale des membres supérieurs, on va courir plus vite. Donc ça, c'est des études encore relativement récentes, je crois que c'est 2014, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tout bêtement, je fais du squat, je fais de la presse, je cours plus vite. On est bien d'accord que dans l'inconscient collectif, être plus fort, ça veut dire avoir un plus gros 1RM, une plus grosse 1RM, pousser plus une charge très lente, très lourde. 1RM, c'est... Vous voyez, ouais. Donc si on va au bout de ce raisonnement, Christophe Lemaître, qui est ici à gauche, versus Maurice Green, qui est ici à droite. Christophe Lemaître a des niveaux de force en musculation bien moindres que Maurice Green, donc Maurice Green est censé courir bien plus vite puisqu'il est bien plus fort des jambes. En réalité, si on les met sur une piste, quand on observe les temps qu'ils ont pu faire dans leur carrière, c'est pas forcément ce qu'on voit. Et si on pousse le raisonnement vraiment jusqu'au bout, ici c'est Aurélien Lejeune, qui est l'homme le plus fort de France. Ça fait plusieurs années qu'il fait des compétitions internationales de strongman. Il squatte à 340 kg. Donc, si tout se passe bien, si je les mets tous les deux sur une piste de 100 mètres, Aurélien Lejeune va plier Christophe Lemaître. Vous imaginez bien que c'est certainement pas ce qui va se passer si on les met sur une piste. Il y a un exemple qui est très souvent pris pour comprendre du coup ces deux notions, ça va être le tracteur, la voiture de course, et on va se poser la question de qui est le plus puissant. En réalité, c'est une question piège parce que les deux véhicules font 200 chevaux. Donc ils ont la même puissance. Si on change la question et que là on dit qui est le plus fort, que va-t-on répondre? On est incapable de répondre si on ne considère pas le niveau de vitesse dans lequel on se trouve. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je considère à vitesse lente, 20 ou 30 km/h, là très clairement, mon tracteur va être beaucoup plus fort que ma voiture de course. Par contre, si je considère un profil de vitesse beaucoup plus élevé, 130, 150, 170 km/h, là en termes de force, ma voiture va être nettement plus efficace. Donc on ne peut pas considérer un niveau de force si on ne prend pas en compte le contexte de vitesse dans lequel on essaye d'appliquer cette force. Pourtant, dans l'inconscient collectif, lorsqu'on dit d'un sportif qu'il est fort, on pense immédiatement à de très hauts niveaux de charge en musculation, et donc qu'on va être efficace, qu'il va un transfert sur notre performance. Ce qu'il faut retenir ici, donc, c'est que pour des puissances maximales équivalentes, là, nos deux véhicules font 200 chevaux, certains peuvent exprimer leur puissance dans un prisme de qualité de force, d'autres vont l'exprimer à travers un prisme de qualité de vitesse, et on ne va pas du tout être sur les mêmes profils, pour autant on a la même Pmax. D'où la nécessité de connaître le profil force-vitesse d'un individu, donc en clair c'est toutes ces qualités de force à tous les niveaux de vitesse qu'il est capable de générer et d'atteindre pour connaître ses besoins à l'entraînement, ou encore réatteindre des niveaux post-blessure, ce qui va aussi nous intéresser en tant que kiné. On va donc revenir à notre étude de tout à l'heure et tirer deux grandes conclusions. La première, c'est que ces résultats ils vont être valables uniquement sur des gens non entraînés. Donc très clairement, j'ai des améliorations générales, globales. J'améliore un peu mon niveau de force, un peu mon niveau de puissance au niveau de mes jambes. En effet, si je suis sédentaire et que je m'entraîne jamais, je vais courir beaucoup plus vite. Tandis que si on se retrouve sur une vraie population en préparation physique avec des athlètes entraînés, cette relation n'a plus du tout de sens. Qui plus est, on sait également que l'orientation des forces est un critère essentiel pour le sprint. Quand je fais du squat, je pousse de façon verticale. Quand je sprint, je cherche à pousser de façon horizontale. Je ne suis pas du tout sur les mêmes niveaux et développement et techniques de développement de la force. Notre deuxième conclusion qu'on va en tirer, c'est que
Donc les niveaux de force vont être dépendants des vitesses à laquelle on cherche à les appliquer. En clair, être fort à vitesse lente ne veut absolument pas dire être fort à vitesse élevée. Et pour preuve, on a fait cette étude avec 533 sportifs dans 14 disciplines, des sportifs de haut niveau. Je suis désolé, je suis un petit peu sec, j'espère que ça ne va pas être trop compliqué pour vous à l'écoute. Et on observe qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait d'être fort à vitesse basse, donc avoir de gros 1 RM en presse et en squat, et d'atteindre de très hauts niveaux de vitesse. On a une corrélation à 0,19, donc inexistante. En préparation physique, on oublie un peu trop souvent ce type de choses et on va prescrire de la force ou des dérivés de méthodes de force à peu près à toutes les sauces, sans forcément se poser la question des besoins réels. Donc, dans de nombreuses disciplines sportives, la question à se poser, c'est pas est-ce que vous êtes fort, mais c'est à quel niveau de vitesse êtes-vous capable d'être fort. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas aller contre les lois de la physiologie qui ont été proposées, investiguées en 1922 par Archibald Hill, qui nous montrait qu'une fibre musculaire isolée, plus elle génère de force, moins elle est capable de générer de vitesse, et vice-versa. Donc ça, de toute façon, ça s'applique à une fibre isolée dans ce cas-là, ça s'applique également à une flexion, extension de coude ou de genou, mais ça va s'appliquer aussi dans tout ce qui va être, ce qui va nous intéresser durant cette présentation, des actions beaucoup plus macroscopiques, beaucoup plus polyarticulaires et qui vont être bien plus en lien avec la performance réelle de terrain de mes sportifs. Moi, forcément, dans mon contexte de préparation physique, savoir comment réagit une fibre isolée ou une flexion de coude, ça peut m'intéresser de façon extrêmement brève, mais ça m'intéresse beaucoup plus de savoir comment vont réagir les niveaux de force et de vitesse sur des actions complexes et macroscopiques, comme sauter haut, courir vite, ou soulever ou pousser une charge le plus fort possible et le plus vite possible. Concernant le lien entre la force et la vitesse, j'imagine que je ne vous apprends rien, puisque en formation de kiné, vous devez avoir le meilleur exemple qu'il existe, la résistance isocinétique. Si je règle ma résistance sur 30 degrés secondes, je suis capable de générer énormément de force parce que le mouvement est très lent, versus si je règle ma chaise sur 600 degrés secondes, là je suis plus capable de générer beaucoup de force parce que le mouvement est extrêmement accéléré. Typiquement, l'isocinétisme, c'est un modèle de profilage force-vitesse. Plus je suis lent, plus je suis capable de générer de hauts niveaux de force et vice-versa. Donc, très clairement, la logique de profilage force-vitesse, c'est ces lois de la physiologie qui va s'appliquer toute notre façon d'évaluer des sportifs. Pour vous donner un exemple simple, si je prends un mouvement de musculation comme le développé couché, je prends une charge très légère et j'essaie de la déplacer avec le plus de force et de vitesse possible, je vais être capable de générer beaucoup de vitesse, mais pas beaucoup de force parce que le mouvement sera très rapide. Donc mon mouvement va être déterminé par une certaine quantité de force à un certain niveau de vitesse. Ensuite, si je prends une charge légèrement plus importante et que je reproduis la même chose, c'est-à-dire que j'essaye de la pousser la plus fort et la plus vite possible, je vais pouvoir la pousser un petit peu plus avec un petit peu plus de force, mais moins vite puisqu'elle est plus lourde, et ainsi de suite, jusqu'à la charge donc, de la 1 RM, celle que je suis capable de soulever, pousser une seule et unique fois, une seule et unique répétition. L'avantage, c'est qu'on va retrouver cette même logique d'évaluation sur nos actions sportives que je vais vous présenter juste après. Et comme on peut s'en rendre compte, si j'observe mon résultat, dès que je suis sur une gestuelle polyarticulaire, je vais retrouver cet alignement de mes performances, plus c'est lourd, moins c'est vite, et je vais pouvoir tracer ma régression. C'est ça, la notion de profil force-vitesse, d'orientation force-vitesse. On va l'observer au regard de notre R carré, qui va être un réel indicateur de la qualité de notre évaluation. On considère que si elle est inférieure à 0,95, notre évaluation n'a pas été qualitative, et du coup, potentiellement, j'ai des performances qui soit n'ont pas été réellement maximales,
en termes d'intensité, soit j'ai eu une perte d'information au moment de mon évaluation par mon outil de mesure, mais du coup notre corrélation de 0,95 va être essentielle pour être sûr que notre profil force-vitesse va être de bonne qualité. Ensuite, si je multiplie l'ensemble des points de force et de vitesse de mon profil, je vais pouvoir obtenir ma droite de puissance. Et donc, en réalité, on parle de profil force-vitesse, mais de façon globale, on fait des profils force-vitesse-puissance, où je vais mettre l'ensemble de mes informations sur ma carte d'identité de mon sportif. À partir de ce profil, je vais avoir différents indicateurs à étudier. D'abord, on va avoir F0, qui va être la force maximale théorique. Donc, celle-là, on ne l'a pas atteinte. On a atteint notre 1RM qui était plus tôt dans le profil, mais on va l'extrapoler de façon mathématique. Et donc cette F0 va s'exprimer en newton par kilo en général. On va normaliser la force au poids de corps pour pouvoir comparer nos sportifs et retirer la masse de nos calculs. Ensuite, on va avoir V0, la vitesse maximale théorique, en mètres par seconde. Ensuite, on va retrouver Pmax, donc notre puissance maximale, qui va correspondre à la valeur maximale que je suis capable d'atteindre en fonction de mon profil, du coup qui va s'exprimer en watts. Et enfin, on va avoir SV slope, qui est la pente de notre régression, qui va nous informer sur l'équilibre entre nos qualités de force et de vitesse. Donc ça, c'est vraiment les grandes données. On va retrouver des données un peu plus précises par chaque type d'évaluation, mais ça, c'est ce qu'on va avoir de commun à chaque profilage force-vitesse. On pourra assez facilement comparer nos sportifs de ce fait-là, en comparant tout simplement, en opposant leurs profils sur un même graphique, et du coup, potentiellement, de voir qu'ils ont des qualités totalement différentes. Le gros avantage, et moi ce qui m'intéresse, c'est que ce profil il va être modifiable par l'entraînement, ce qui peut être pertinent, sinon toutes ces évaluations n'ont pas vraiment de sens. Et on va pouvoir tendre vers ce que l'on vise, donc que ce soit en termes de déséquilibre musculaire, ou que ce soit en cas de besoin spécifique propre à une activité, j'y reviendrai par la suite, dans la partie interprétation. Pour vous prendre un deuxième exemple pour imager, là on a 2 jeunes joueurs du centre du FC Barcelone en formation. Je crois avoir entendu qu'il y avait des Espagnols qui nous écoutaient, donc je leur fais un petit hommage. Ces 2 jeunes joueurs, on les évalue sur un test de sprint de 30 mètres. Il y en a un qui nous fait 4,9, l'autre qui fait 4,8. On considère qu'ils ont les mêmes qualités physiques parce qu'ils ont quasiment la même performance. Ils courent tous les 2 vite, on les entraîne de la même façon. Si maintenant je réalise du profilage force-vitesse sur leur qualité en sprint, on peut constater qu'ils ont des qualités bien différentes. Si on avait réalisé un test sur 10 mètres ou si on avait réalisé un test sur 100 mètres, potentiellement, ils n'auraient pas du tout eu les mêmes performances, ils ne seraient pas arrivés au même endroit, sauf que le hasard fait qu'avec des qualités différentes, ça s'est rééquilibré à 30 mètres. Donc mon test de 30 mètres, c'est juste un point de mon profil force-vitesse à un instant T, mais c'est absolument pas la représentation de leur qualité propre. On peut penser qu'en les entraînant en fonction de leurs besoins, on va pouvoir éliminer certains verrous mécaniques et du coup améliorer la performance. On peut aussi réfléchir en termes de prévention, ce que je vous proposerai tout à l'heure, c'est-à-dire que si j'ignore leurs qualités et que je les entraîne à la même enseigne, potentiellement je vais avoir un sportif dont l'entraînement va être en lien avec ses besoins, tandis que l'autre, pas forcément. Et si je vais jusqu'au bout de ma démarche en tant que préparateur physique, potentiellement j'ai un sportif qui ne répond pas au stimulus d'entraînement. Qu'est-ce que je fais en tant que préparateur physique? J'augmente le volume, parce que je vais me dire que le volume n'est pas suffisant pour qu'il y ait une adaptation, et potentiellement, j'arrive au surmenage et au risque de blessure. Donc on peut aussi voir ça dans un aspect qualitatif de l'entraînement, c'est-à-dire que si je donne du bonbon réellement en lien avec ses qualités, je peux minimiser mon volume, et du coup le faire réellement s'améliorer, toujours dans un but d'entraînement plus qualitatif que quantitatif. J'espère qu'à partir de là, je vous ai vraiment fait comprendre la notion de l'évaluation force-vitesse. Le grand défi qu'en découlait, c'était de sortir cette évaluation des laboratoires, parce qu'initialement, c'était des évaluations qu'on faisait uniquement aux sportifs de très haut niveau, à l'INSEP, dans les CREPS, dans les endroits qui avaient le matériel, sauf que pour que tout le monde s'imprègne et duplique ce type de mise en place et du coup améliore la qualité de l'entraînement national, il faut que les gens puissent prendre ces outils, ces méthodes et les mettre en place. Donc,
on trouve de plus en plus de matériel et d'entreprises qui démocratisent du matériel pour ce type d'évaluation, mais très souvent ça reste extrêmement coûteux et c'est pas à la portée de tous. Il y a alors quelqu'un qui a complètement révolutionné le métier de préparateur physique, c'est cette personne. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Absolument. C'est Steve Jobs. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi Steve Jobs a un lien avec la préparation physique. Eh bien, quand il a sorti l'iPhone 6, il a proposé un ralenti à 120 images secondes, ce qui nous donne donc 120 Hz. Et il y a beaucoup de chercheurs dans le domaine de la biomécanique et de la physio qui sont appropriés cet outil pour justement avoir une caméra avec un très grand ralenti. Aujourd'hui, on est même à 240 images secondes. Ça nous fait une information tous les 4 centièmes de seconde. Et donc, on a une sorte de super chronomètre. Avec la puissance de calcul de nos ordinateurs, de nos smartphones, on peut donc mettre des algorithmes dedans et aller faire des évaluations de la performance extrêmement qualitatives au sein de notre poche. Donc, sans le savoir, il a extrêmement contribué à la préparation physique. La logique, elle est assez simple à comprendre. En gros, c'est celle de la chronophotographie, c'est les travaux d'Étienne Jules Maré, ça date du 19e siècle. À l'époque, on était en 24 images par seconde. L'idée, elle était relativement simple, c'était l'étude du mouvement. Si je sais que mon sportif, si je connais le déplacement de mon sportif et que je sais le placer dans l'espace, ma vitesse, c'est distance sur mon temps, donc je suis capable de recalculer ses accélérations. Aujourd'hui, du coup, si on décline ça avec 10 fois plus d'informations, on est passé de 24 images par seconde à 240 images par seconde, on est capable d'avoir des évaluations de la performance bien plus pertinentes et bien plus précises, et du coup reproductibles, qui vont être, je vous le mets juste après, des applications qui ont été investiguées scientifiquement. Parce que c'est intéressant de faire des outils à portée de toute personne, mais forcément, il faut qu'on soit sûr de la reproductibilité des données qu'on va avoir entre les mains. Et du coup, ces applications que je vais vous présenter par la suite sont toutes valides. Je vous demande de me faire confiance pour cette présentation, mais vous pourrez forcément aller lire tous ces papiers par la suite, qui sont, à mon sens, passionnants. Ceci dit, comme vous l'aurez compris, elles sont valables uniquement sur iPhone et iPad, parce que c'est uniquement Apple qui a une qualité de ralenti qui a été validée. Donc on ne retrouve pas ces applications sur d'autres types de matériel. Je vous propose donc de faire un petit zoom sur les différentes méthodes. On reprend nos 3 gestes de tout à l'heure, sauter, sprinter et soulever ou pousser une charge, et on voit comment on peut dresser un profil force-vitesse à partir de ces méthodes. Ici, je vous ai mis un exemple qu'on a mis en place à l'INSEP sur un protocole de recherche beaucoup plus gros, on faisait beaucoup plus de choses, mais du coup dans lequel on avait du profilage force-vitesse en détente et en sprint. Donc là, c'était clairement le gold standard de ce qui se fait pour la détente verticale. On va avoir des plateformes de force incrustées dans le sol, c'est du matériel absolument inabordable, mais avec de très bonnes qualités d'information. Donc, en gros, on va venir faire, je vais vous faire le protocole juste après, mais on va venir faire sauter notre participant en squat jump avec différents niveaux de charge incrémentés, et petit à petit, on va dresser son profil. Donc très clairement, là, c'est les conditions idéales pour faire ce type d'évaluation, mais on est sur des plateformes de force à plus de 50 000 €. Il faut venir placer un cadre au-dessus des plateformes parce qu'elles sont incrustées dans le sol, on ne peut pas les déplacer, donc c'est clairement du laboratoire. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à démocratiser ce type d'outils. En France, vous retrouvez Kinvent, qui est basé à Montpellier. J'ai la chance de travailler avec eux. Aux États-Unis, on retrouve Vald et Hawkins Dynamics, qui donc proposent des plateformes de force qui vont être mobiles. Elles sont dans des valises, on peut les mettre dans des sacs, on peut les transporter sur le terrain. Donc là, on peut aller faire de la réelle évaluation de très bonne qualité directement sur mon terrain de foot, dans mon gymnase, pour potentiellement faire du profilage force-vitesse. Mais encore une fois, je vous ai mis les gammes de prix, on n'est pas sur des choses très abordables, mis à part si on se met à plusieurs pour financer ce type de matériel. C'est ici que Pierre Samozino, que je remercie en introduction, joue son premier rôle, c'est que pendant ses travaux de thèse, il a donc mis en place un algorithme qui va nous permettre, à partir de données simples, d'extrapoler un profil force-vitesse. Ces données simples, ça va être la masse du participant, son trajet de poussée, et forcément les hauteurs de saut qu'on va venir calculer, qui là vont être des indicateurs simples à mesurer avec un smartphone.
Je ne vais pas me répéter pour chaque évaluation, mais ça va nécessiter une importante rigueur de mise en place. Il va y avoir plein de petits détails auxquels faire attention. Si on ne fait pas attention à ces détails, en effet, le profilage peut être totalement foiré. Donc, à la fois, ça coûte pas grand-chose. Les applications, elles sont autour de 10-15 euros. À la fois, ça va demander une rigueur de mise en place pour que le protocole soit valide. Donc, c'est beaucoup moins pratique que les plateformes, mais par contre, on peut avoir des résultats qualitatifs si on fait à chaque fois très attention à tous les petits détails de mise en place. Donc, notre première application, MyJumpLab, qui va nous permettre soit immédiatement dans l'application de dresser un profil, soit uniquement de calculer nos hauteurs de saut, et du coup de les extrapoler dans le document que je vous ai mis juste à côté, qui est un document qui a été mis en place et proposé par Jean-Benoît Morin, qu'on retrouve en téléchargement libre sur Internet, un document Excel où je viens renseigner mes hauteurs de saut pour chaque niveau de charge, et du coup je viens automatiser mon calcul de profil force-vitesse. Dans l'application, en général, on conseille plutôt d'utiliser le document Excel, parce que les méthodes de calcul sont un peu plus basées sur les travaux. Les applications qui ont été mises en place ont été mises en place par d'autres chercheurs qui se sont imprégnés des travaux. Mais forcément, si on est en sport collectif ou si on a beaucoup de patients, potentiellement, on fait tourner rapidement avec l'application, on n'a pas le temps à chaque fois d'aller, ou alors je prends mes données et je vais ensuite, post-séance ou le soir chez moi, renseigner mes petits documents. Là, ça peut être un peu chronophage. Donc l'idée, la première étape, ça va être de calculer notre trajet de poussée. On va prendre en repère EIAS et on va mesurer flexion plantaire, jambe tendue, en gros qui va s'apparenter à notre position au moment du décollage. Et ensuite, je vais prendre ma première position en flexion. Donc on est sur un squat jump, on n'est pas sur un counter movement jump, donc on n'a plus du tout de flexion. Je vais en prendre ma position de squat. Une fois que j'ai pris ma position de squat qui va être préférentielle, j'ai plus le droit de descendre avant de sauter, je vais uniquement vers le haut, uniquement les qualités musculaires. Je reprends EIAS, je vais jusqu'au sol, et du coup, en ayant celle-ci et celle-ci, je suis capable d'avoir la longueur de mon trajet de poussée. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure avec les plateformes de force sur la vidéo, j'avais mis un élastique à hauteur de la barre, c'est tout simplement pour normer ce trajet moteur et être sûr que le participant vient toujours bien fléchir et garde un trajet moteur commun, sinon je ne peux pas calculer mes niveaux de puissance, je vais forcément me perdre si à un moment j'ai 30 cm pour développer de la force ou si j'ai 25 cm, mes résultats vont être complètement... Donc c'est important que je norme cet aspect-là. Forcément, je vais prendre ma masse aussi de mon sportif du jour, habillé. Et ensuite, on va alterner nos sauts avec différents niveaux de charge. Et l'idée, c'est toujours de sauter le plus fort et le plus haut possible pour réaliser la meilleure performance. On va considérer que nos sauts sont qualitatifs quand on va avoir moins de 5% d'erreur entre deux tentatives. En général, on en fait 3 par niveau de charge. Et du coup, on sait qu'on va avoir une bonne régression par la suite. De façon globale, de la même façon, on fait très souvent 25% du poids de corps, 50% du poids de corps, 75% du poids de corps, et en fonction des participants, si c'est des personnes expérimentées avec des bons niveaux athlétiques, on peut aussi aller faire un jump avec 100% du poids de corps. Forcément, ça dépend du contexte, du niveau du pratiquant, et ça sera essentiel en amont d'avoir toujours des séances de familiarisation. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais sauté avec une charge sur le dos de le faire et de l'évaluer immédiatement. On acquiert ces capacités très rapidement, mais c'est important de faire 2-3 séances de familiarisation avant pour s'assurer d'un profil de qualité. Une fois que j'ai fait mes sauts à mes différentes charges et que je les ai évalués, dans l'application, c'est relativement facile à faire. On va borner notre saut et en fait, à partir du temps de vol, on va recalculer notre hauteur de saut. Donc l'essentiel, ce sera toujours de garder notre bonne position en l'air et à l'atterrissage comme on l'a vu sur la mesure, c'est-à-dire que je décolle jambe tendue et j'atterris flexion plantaire jambe tendue, ensuite j'amortis pour garder une technique parfaite. Et du coup, je vais borner mon décollage à partir du moment où mes 2 pieds vont quitter le sol, jusqu'à l'atterrissage à partir du moment où l'un des 2 pieds touche la première image, le sol. Et donc, ce calcul, je vais renseigner ma charge, va nous donner notre hauteur de saut. À partir de là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir renseigner notre document Excel, on met l'ensemble de nos performances aux différents niveaux de charge, et on va pouvoir dresser notre profil force-vitesse. Je reviendrai tout à l'heure, du coup,
dans la deuxième partie sur les interprétations, qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça. En sprint, maintenant, je passe sur la deuxième activité. Le sprint, ça va être une activité, je vous ai mis une image, c'est intéressant parce qu'en fait, sur un seul sprint, on va avoir tous nos niveaux de force à tous nos niveaux de vitesse à partir du moment où j'ai vraiment cherché à courir le plus vite possible. C'est-à-dire que comme je pars à vitesse 0, je suis à l'arrêt, et que j'arrive à vitesse maximale, je vais pouvoir dresser mon profil en une seule course. Dans le même cadre que l'étude de tout à l'heure, là je vous montre la mise en place. À l'INSEP, il y a une particularité, c'est que dans la piste, on a 7 mètres de plateforme de force. Donc potentiellement, on peut faire un profil force-vitesse, mais 7 mètres, c'est pas suffisant pour avoir une accélération maximale. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence par notre démarrage, on étudie les 7 premiers mètres, ensuite on refait un sprint les 7 mètres suivants, etc. On considère chez Monsieur Tout-le-Monde que 30 mètres suffisent à atteindre Vmax. Chez des sprinteurs de très haut niveau, on va avoir besoin d'un peu plus de temps d'accélération, mais dès qu'on est sur du sport collectif, sur du sport, en gros, mis à part les sprinteurs de 100-200, 30 mètres c'est largement suffisant. Donc là, ça veut dire que je vais devoir aller faire 5 ou 6 sprints pour avoir mes 30 mètres et colliger toutes ces informations pour reconstruire mon profil force vitesse. Donc dans ce cadre-là, c'est pas ce qu'on a fait. On a utilisé des opto-jump, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type d'outil, donc c'est les grandes lignes jaunes sur le sol, c'est du laser, donc on a les temps de contact et la position de chaque appui au sol. On a des cellules photoélectriques qui prennent le temps comme un chronomètre classique d'athlétisme. Et en plus, on a une caméra en amont du départ, parce que forcément mon premier appui, celui sur lequel je génère le plus de force, n'est pas dans l'opto-jump, parce que je vais rentrer dedans. Donc l'endroit où on a le plus de force au sol, si on ne le filme pas, on ne l'étudie pas, et c'est un de nos endroits qui nous intéresse le plus. Je vous montrerai plus tard pourquoi sur l'interprétation, et notamment sur la réathlétisation et la prévention. F0 va être un critère essentiel. Je ne suis pas à F0 quand je sprint, parce que j'ai déjà un important niveau de vitesse, même sur le premier appui, mais c'est là où je génère le plus de force. Donc, de la même façon que tout à l'heure, autant vous dire qu'en termes de matériel, inabordable, énormément de matériel pour dresser un profil de qualité. La deuxième option, c'est ça. Vous avez Jean-Benoît Morin qui fait justement un test de profilage force-vitesse avec un tapis instrumenté qui permet de capter les niveaux de force de chaque appui. Donc on fait accélérer la personne jusqu'à vitesse max sur le tapis et on redresse le profil force-vitesse instantanément avec l'ordinateur. Le seul problème de ça, c'est qu'il n'y en a que 2 dans le monde. On en a un à Saint-Étienne, et donc forcément, ça ne va pas être non plus abordable pour tous les préparateurs physiques, pour tous les kinés, pour tous les gens qui voudraient faire du profilage. On a des solutions un petit peu plus grand public, à travers les radars, les cellules que je vous montrais tout à l'heure, sauf que les cellules se vendent en général par 2 paires, et on va avoir besoin de 6 paires pour avoir les vitesses à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres, pour être précis dans l'accélération de notre participant. Donc de la même façon, ça va très vite être beaucoup trop coûteux pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc le grand intérêt, c'est que, à nouveau, sur les travaux de Pierre Samozino, ils ont été capables de se rendre compte qu'avec les lois de Newton, il y a un phénomène qui est assez incroyable, c'est que si n'importe qui accélère et cherche à aller à vitesse maximale, enfant comme vieux, homme comme femme, très entraîné comme sédentaire, on va tous suivre cette pente d'accélération qui va être la marque de notre façon d'accélérer par rapport au coefficient de friction, par rapport à la création de force, etc. On va tous suivre cette courbe. Donc si on est capable, à travers un algorithme, de lui donner quelques informations précises, ma force va être égale à ma masse fois mon accélération. Si j'ai mon accélération et que j'ai la masse de mon participant, je vais être capable de recalculer ses forces au sol. Et donc, sans avoir de captation à même le sol, je vais être capable de refaire un profil force-vitesse. Donc l'idée pour ce faire, comme je vous disais, c'est d'avoir des temps de passage à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres, relativement précis, pour pouvoir reconstruire ma courbe et ensuite extrapoler, une fois que j'ai mon accélération, je pourrai avoir ma force, ma puissance, ma vitesse. Donc pour mettre en place cette évaluation, cette fois on va utiliser l'application qui s'appelle MySprint.
Et l'idée, donc, c'est que je vais me mettre sur une piste, je vais même me mettre à 15 mètres de distance, je vais mettre ma caméra à 15 mètres de distance du départ, et je vais me mettre à 10 mètres, je vais me mettre à la ligne des 15 mètres, et à 10 mètres de distance de ma piste, pour pouvoir filmer l'ensemble de mon sprint. Ensuite, je vais devoir placer des repères de façon extrêmement précise, en fait pour lutter contre l'incidence de l'observation, c'est-à-dire que quand je filme et que je filme avec un angle, je vais avoir une parallaxe, mes lignes vont devenir courbes, et du coup je vais être piégé par cet aspect visuel. Donc je vais venir placer à 5 mètres 57, mon premier repère, pour celui des 5 mètres. Ensuite, à 10 mètres 28. Ensuite, 15 mètres, comme je suis en face. Là, j'ai pas d'incidence d'observation. Ça passe parfaitement en face de moi. Ensuite, 19 mètres 72, 24 mètres 43 et 29 mètres 15. Il existe des endroits où, en fait, on a mis des repères dans des pistes et du coup, on ne s'embête pas à chaque fois à remettre ce dispositif en place et tous les jours, on peut passer sur du profilage parce que les repères ont été normés. De cette façon, du coup, je vais annuler ma parallaxe et à chaque fois, on va le voir ici, que mon participant va venir passer son bassin au niveau d'une des portes, d'un des repères que j'ai placés, je vais venir noter mon temps pour avoir, de façon très précise, en gros, le centre de mon bassin va venir être aligné avec mon repère, mon piquet que j'ai placé, et du coup, là, je sais qu'il est exactement à 5 mètres, exactement à 10 mètres, exactement à 15 mètres, etc. Au niveau du départ, on va venir borner le tout premier mouvement au sol. Donc je demande à mon sportif d'être complètement immobile, et pour que l'algorithme fonctionne bien, ça va vraiment être, si je suis en position 2 points, je peux le faire aussi en 3 points, à partir du moment où j'ai la moindre pression vers le bas, je suis en train de générer de la force au sol pour pouvoir accélérer mon corps. Et donc, immobilité, dès que je vois ça, je vois ça, je vois ça, premier mouvement de ma création de force, là je borne, et du coup, ensuite, j'ai un profil qui, normalement, sera qualitatif. De la même façon que pour la détente tout à l'heure, je peux soit faire mon profil dans mon application, soit faire mon profil dans mon document Excel qui a été mis à disposition. De la même façon que tout à l'heure, on conseille plutôt le document Excel, mais quand on a beaucoup de participants, potentiellement l'application peut être un peu plus pratique. Je vais avoir 2 graphes de profilage force-vitesse et je vais retrouver mes différentes informations de mon profil en sprint que je vais pouvoir m'envoyer par document Excel. Et du coup, j'ai un document CSV. Là, dans ce cas-là, c'est extrêmement pratique quand j'ai beaucoup de joueurs, que je les passe les uns après les autres. J'ai mon CSV, je récupère toutes mes données et je les traite. Donc, comme je vous disais, sinon j'ai aussi la possibilité d'utiliser directement le document Excel. Je vais renseigner dans le petit encart où je vous ai fait un zoom, je vais renseigner les différentes informations dont on va avoir besoin pour dresser le profil. Et donc là, j'obtiens mon profil dont on verra tout à l'heure les intérêts de l'interprétation. Je termine du coup les évaluations avec la musculation. Pendant des décennies, en préparation physique, on a travaillé avec la 1RM, donc la répétition maximale. On est tous calés là-dessus. À partir de cette charge, on va décliner des pourcentages et on va aller travailler dans les zones qui nous intéressent. Seulement, cette méthode de l'ARM, elle va avoir 3 grandes limites. La première, c'est sa fluctuation dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais notre 1RM, elle n'est pas du tout stable, et même dans une même journée, je peux très bien avoir une 1RM qui fluctue si je m'entraîne le matin ou le soir. Donc, le jour de mon évaluation, mon jour 1, j'ai dressé mon portrait à partir de l'ARM. Potentiellement, si je m'entraîne, là vous voyez des sessions sur 12 semaines d'entraînement, vous voyez la fluctuation de la 1RM sur 12 semaines. Donc potentiellement, j'ai des jours où je surévalue mon entraînement, parce que ma 1RM descend, et potentiellement, le contraire, il y a des jours où je suis vraiment facile, parce que ma 1RM est un peu plus importante. Donc, c'est une problématique à laquelle il va falloir pouvoir répondre, et je vous spoil tout de suite, on va pouvoir y répondre par la suite. La seconde problématique, c'est qu'on va souvent proposer du contenu arbitrairement. Le 4x10 à 70% pour faire de l'hypertrophie, le 3x3 à 90% pour faire de la force. Sauf qu'on ne prend pas du tout en compte, est-ce que notre pratiquant est capable de faire plus ou n'est pas capable de faire autant pour des mêmes niveaux d'intensité. C'est-à-dire que pour 2 personnes qui vont avoir la même 1RM et auxquelles je vais faire travailler
au même pourcentage, potentiellement, je vais en avoir un qui va être capable de faire 8 répétitions quand l'autre va pouvoir n'en faire que 5. Et ça, c'est un réel problème parce que moi, je vais donner mes séances de façon arbitraire sans prendre en compte ces variations. Ça peut être de la typologie musculaire, ça peut être des qualités physio au niveau de l'endurance. C'est multifactoriel, mais on n'est pas tous égaux face à un même niveau d'intensité. La troisième problématique, c'est qu'on va se rendre compte que la 1RM, elle va impacter notre lecture des qualités de force. Pour vous resituer au niveau de cette étude, on prend des participants, on les fait évaluer 5 charges du poids de corps jusqu'à notre 100% du poids de corps, comme on a fait tout à l'heure sur le profilage, et ensuite on va évaluer leur 1RM. Et l'idée, c'était de savoir, est-ce que la 1RM va être placée sur notre régression linéaire de notre profil force-vitesse. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'avec une certaine variabilité, elle est placée dessus. Par contre, on peut constater que justement cette variabilité, elle va nous poser un problème. Ici, vous avez l'exemple de 2 personnes, de 2 participants, qui vont avoir la même F0, donc la même force maximale théorique. Pour autant, quand on regarde, ils n'ont pas du tout la même 1RM. Donc, je peux penser, en les évaluant en 1RM, qu'ils ont des niveaux de force différents, alors que si je les mets sur un test type mid-type-pool en test isométrique, on va se retrouver avec les mêmes niveaux de Newton. En réalité, ils ont les mêmes niveaux de force. Ce qui va varier, c'est l'orientation en vitesse de leur profil qui va venir impacter leur niveau de force. Donc je peux penser qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, alors qu'en réalité, en force maximale, ils ont le même niveau de force. Le problème ne vient pas de la force, le problème vient de l'orientation du profil en vitesse. Dans cette même étude, on trouve une corrélation justement entre les niveaux de vitesse maximaux et les différences entre 1RM et F0. Donc si on utilise uniquement l'1RM pour estimer la force maximale d'un pratiquant, on va se retrouver avec une information qui est biaisée par l'orientation du profil. Pour pallier à ces limites, de façon un peu plus moderne, on utilise ce qu'on appelle le Velocity Based Training, le VBT. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous voyez ça dans vos études. Ouais? Non? Donc l'idée, encore une fois, c'est de venir se baser sur la vitesse de déplacement de notre charge. Et ce qui va être intéressant avec le VBT, c'est qu'on ne va pas faire un profil force-vitesse, mais on va se faciliter la mise, on va faire un profil charge-vitesse. C'est-à-dire qu'on ne va pas recalculer des forces, on va uniquement se baser sur l'intensité de la charge qu'on déplace. Si c'est 80 kg, c'est 80 kg. De la même façon que tout à l'heure, on a plein d'outils qui vont venir démocratiser cette pratique. Ça, dans tous les clubs professionnels de sport, on est normalement, si tout se passe bien, on est uniquement sur des séances de musculation à partir du VBT. En gros, on équipe tous nos ateliers, il y a des capteurs sur les barres, et à chaque déplacement de charge, je sais combien j'ai généré de vitesse, donc je peux extrapoler ma puissance, etc. Donc on peut trouver plein d'outils à tous les prix, forcément avec des qualités plus ou moins importantes. Je vous ai mis que des outils qui sont validés scientifiquement ici, parce qu'il en existe aussi des non valides. Forcément, quand il y a du business, on essaie de se placer. Et avec aussi des stockages de données plus ou moins pertinents. Quand je travaille en sport collectif, est-ce que je suis capable de colliger toutes les informations de tous mes joueurs sur une seule app, ou au contraire, je suis obligé d'aller chercher toutes mes informations. Donc là, forcément, en général, plus je mets d'argent et plus j'ai des outils vraiment qui ont été réfléchis pour la pratique. Mais encore une fois, à moindre coût, on va pouvoir avoir des choses intéressantes pour faire du profilage charge-vitesse. Et donc je vous ai mis l'application MyJumpLab, donc la même application que pour la détente verticale. Et récemment, on a eu une mise à jour de cette application. Donc c'est un collègue espagnol qui s'appelle Carlos Balzalobre. Je vous invite aussi à suivre ses travaux. Il fait énormément de choses pour justement le laboratoire de poche. Lui, son credo, c'est avoir un laboratoire dans sa poche et à moindre coût être capable de faire des évaluations qui soient valides. Ils ont mis à jour cette application qui maintenant, avant on était obligé de borner comme on l'a vu tout à l'heure pour notre détente. Maintenant, on a une reconnaissance de la charge en déplacement. Ce qui fait qu'on peut également l'utiliser pour de l'entraînement sur des séries avec plusieurs répétitions. On aura la vitesse de déplacement de notre charge à chaque fois. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure dans l'interprétation et dans l'intérêt.
Donc pour faire un profil charge-vitesse, je vous ai mis l'exemple de ce protocole de Bagnard 2017, qui est un peu la référence actuellement. Sur les charges légères, je vais venir faire 3 répétitions toujours avec le plus de vitesse possible. Sur les charges lourdes, une seule répétition toujours avec le plus de vitesse possible. J'incrémente jusqu'à avoir ma 1RM du jour pour corréler des niveaux d'intensité avec des zones de charge. Donc là, je vous donne l'exemple. Je n'avais pas d'exemple avec MyJump, parce que moi, j'ai différents capteurs, donc j'utilise plutôt des capteurs, donc j'avais pas d'exemple vidéo, j'ai pas eu le temps de vous en faire un pour aujourd'hui. J'y penserai pour la prochaine fois. Donc là, on a un petit accéléromètre sur la barre, mais c'est exactement la même logique. Chaque niveau de charge, quand je suis sur du léger, je fais 3 répétitions le plus vite possible. Quand je suis sur du lourd, je n'en fais qu'une seule, jusqu'à ma rupture, ma 1RM. Il y a aussi d'autres types de protocoles qui redemandent une confirmation 48 heures plus tard avec d'autres niveaux de charge. C'était pour l'information. Et donc en ayant fait un lien entre les charges du jour, ou sur 2 jours comme on vient de le voir juste avant, et les vitesses que je suis capable de générer, je pourrais par la suite planifier uniquement avec mes zones de vitesse et oublier complètement ma charge. Donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que une évaluation n'est pas valable pour tous les mouvements. Évidemment, si je fais un squat ou si je fais un développé couché, les niveaux de force à intensité équivalent, les niveaux de vitesse pardon, à intensité équivalent vont être complètement différents. Donc on va devoir faire nos évaluations sur tous les mouvements qu'on va vouloir investiguer. Forcément, on ne va pas faire sur tous les mouvements quand on est sur une séance de prépa physique, mais on va choisir nos gros mouvements les plus pertinents pour notre pratique, et ceux-là, on va les évaluer. Pour conclure cette partie, du coup, je vous ai présenté les évaluations dans nos 3 disciplines qu'on a vues en introduction. Sauter le plus haut possible en détente verticale, sprinter, soulever ou tirer une charge le plus fort et le plus vite possible. On passe donc maintenant à la partie qui est un petit peu plus intéressante, l'interprétation et l'individualisation à partir de ces informations-là. Donc, j'espère que vous l'aurez compris par ma partie d'introduction, l'intérêt de travailler à partir des profils, ça va être de déterminer les besoins des pratiquants pour ensuite donner du contenu en fonction de leurs besoins. Si je reprends mes petits tracteurs et voitures de course tout à l'heure, en fonction de l'orientation de mes qualités, potentiellement, je vais aller développer des qualités qui sont plus faibles que d'autres, parce que les lois de la physiologie font que si j'ai une qualité athlétique plus faible, normalement ça va être plus facile de la développer, versus si j'ai une qualité déjà très développée, pour aller grappiller les petits centièmes de moins, c'est beaucoup plus complexe. Donc à besoins différents, on va proposer du contenu d'entraînement différent. Je ne vais pas nécessairement faire de la force maximale, je vais faire de la force maximale si mon pratiquant a besoin de force maximale. C'est vraiment ça l'idée à garder en tête. Et ce sera la même chose pour tous les autres besoins de mon profil. Quand je suis en sport collectif, le gros souci, forcément, c'est qu'au sein d'une équipe, on a autant de profils que de joueurs. Donc l'immense difficulté, c'est comment j'individualise le contenu pour tous mes pratiquants. Je vais passer relativement rapidement là-dessus, parce que ce n'est pas forcément votre cœur de boulot et ce qui va vous intéresser le plus. Mais en gros, quand je suis sur du sport collectif, je vais avoir 3 grandes façons d'individualiser à partir des profils. La première, c'est je fais une médiane, je prends mes grandes données en fonction de mes performances de mon groupe complet, et ensuite je vais déterminer des groupes de besoins, et je vais faire travailler par rapport aux critères que je me suis évalué, je vais mettre des normes sur chacune de mes variables. Un autre procédé, ça va être de déterminer au contraire les besoins de l'activité. On peut imaginer que la force d'un pilier en rugby est complètement différente de la force nécessaire à un ailier en rugby, parce que les actions spécifiques et les actions de performance des postes sont complètement différentes. Donc là, je vais attaquer plutôt par le prisme de la discipline. Le troisième, par contre, qui va nous intéresser, la troisième méthode, ça va être ce qu'on appelle le profil optimal. Donc là, en fait, on va être capable de se rendre compte de l'écart entre mon profil actuel et le profil auquel je vais générer la meilleure performance possible, et du coup, je vais entraîner en fonction de ce besoin. Le seul problème de ça, c'est que ça va être valable uniquement sur ce qu'on va voir juste après, la détente verticale. Pour rentrer un peu plus en profondeur dans cette idée, en gros, ça a été publié en 2010. Et l'idée de ce graphe, c'est de comprendre qu'à puissance équivalente, donc j'ai un sportif, il fait tant de watts quand il saute, je peux avoir une puissance équivalente. À un endroit du spectre force-vitesse, je vais avoir
un lien entre mon orientation de mon profil et cette même puissance qui va faire que je saute plus haut. Et donc vous pouvez le retrouver, les lignes rouges représentent des niveaux de puissance, et à un endroit, au niveau de mon orientation, de ma pente de mon profil, je vais avoir ce point bleu qui va être l'endroit auquel, pour ce même niveau de puissance, je saute plus haut qu'avec une autre orientation de mes qualités. Forcément, ça va être avec des gens très entraînés. Si je suis sur monsieur, madame, tout le monde qui veut juste gagner 5 cm de détente, je développe mes qualités de puissance, je vais sauter plus haut. Mais quand j'ai déjà des qualités de puissance très développées, là, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais pour encore optimiser ma qualité. Donc si j'évalue mon profil réel et que je l'oppose à mon profil optimal, je vais trouver la zone de déséquilibre, si déséquilibre il y a, dans laquelle je vais aller proposer du contenu d'entraînement. Je vous remets la slide de tout à l'heure sur l'évaluation de la détente verticale avec le document Excel. On peut se rendre compte, du coup, qu'on va avoir 3 droites sur notre graphe. On a notre profil réel, le profil en noir, et ensuite je vais avoir les profils optimaux en fonction de... On va oublier le rose, là on va parler que du bleu. Et donc le bleu va être mon profil optimal. Si je cherche à sauter plus haut, je vais tendre vers ce profil pour optimiser mes capacités de puissance et l'orientation de mon profil pour sauter plus haut. Je peux voir dans mon encart bleu qu'ici j'ai 61%. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon profil optimal, on considère que c'est 100%. Si je fais 100 moins 61, je suis donc à 39. Donc je vais avoir un déficit qui est directement marqué, la force est à développer. Donc j'ai un déficit de force de 39%. Par la suite, je vais donc avoir des clés de lecture qui vont me permettre justement de savoir qu'est-ce que je fais à partir de ça. Ici, vous avez quelque chose de relativement macroscopique qui peut s'appliquer à un cycle, qui peut s'appliquer à une séance, qui peut s'appliquer à un exercice. Je vais rentrer un peu plus précisément juste après. Mais en gros, à partir des catégories de déficit, je vais être capable de savoir qu'est-ce que je donne à mon athlète pour optimiser ses performances. Si je reprends mon exemple de juste avant, de 39%, je vais me retrouver dans ma deuxième catégorie, du coup de déficit en force modéré. En termes de programmation, on va pouvoir décliner ce tableau quelque chose de plus applicable pour des cycles ou pour des séances. Donc par exemple, à mon déficit de force modérée, je vais faire un zoom sur les capacités de force maximale, de force puissance et de puissance maximale. Je vais être sur le haut de mon spectre, plutôt orienté du côté des qualités de force. Si je traduis ça en termes d'exercice, je vais avoir aussi des propositions où en fonction de la vitesse de mon exercice, de ce qui implique au niveau mécanique quand je réalise mon exercice, je vais trouver mon exercice dans une certaine catégorie. Soit plutôt orienté sur la force, soit au contraire complètement dans la vitesse, etc. On va retrouver aussi des travaux qui déclinent ce type de mise en place. Là, c'est orienté haltérophilie. L'haltérophilie est extrêmement pratiquée dans la préparation physique, parce qu'on sait qu'à partir de ce type d'activité, comme j'ai pas vraiment le choix, si je veux monter une barre au-dessus de ma tête, il faut que j'y mette de l'intensité, donc de la vitesse, on a potentiellement plus de transfert que parfois des mouvements de musculation plus classiques, où j'oublie d'y mettre de la vitesse, parce que je m'entraîne 10 fois par semaine, et qu'au bout d'un moment, c'est pas facile d'être toujours à fond quand je vais travailler un mouvement. L'haltérophilie, pour ça, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut que la barre arrive en haut, on va être obligé d'y mettre de la vitesse. C'est pour ça que l'haltérophilie est très déclinée en préparation physique. Et donc là, on va retrouver des dérivés d'exercices en fonction de quel endroit on veut impacter dans le profil force-vitesse. Évidemment, tout ce que je vous présente ici, ça ne tombe pas du ciel. Ça a été investigué sur des groupes de sportifs pour voir que ça fonctionne. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une étude qui est très intéressante. En gros, on a pris un groupe de sportifs, on les fait s'entraîner par rapport à leur profil optimal. Dans un premier temps, ce qu'on voit, qui déjà nous intéresse quand on est prépa physique, c'est en effet, tout le monde saute plus haut. Ce qui est très intéressant aussi, ça va être ça, en clair, au centre, vous avez en rouge le profil optimal à 100%, et on voit qu'au fil des semaines, tous les profils, que ce soit des déficits en force ou en vitesse, vont venir se faire aspirer par notre ligne des 100%. Donc le contenu d'entraînement qui a été proposé avec les tableaux que je vous ai mis juste avant va bien impacter mon profil et va tendre vers le profil optimal. On peut aussi constater que plus le déséquilibre est important en amont, et plus je vais mettre de temps à réatteindre mon profil optimal. Donc ça veut dire qu'avec des personnes comme ça,
il faut s'attendre à partir sur plusieurs semaines d'entraînement avant de tendre vers un rééquilibrage des qualités mécaniques. Ce qui est intéressant aussi dans cette même étude, mais sur une autre publication, c'est qu'on avait également un groupe contrôle qu'on a entraîné de façon beaucoup plus classique, c'est-à-dire on n'a pas considéré qu'ils avaient un déficit force-vitesse, on leur a juste donné du contenu classique d'entraînement quand je veux gagner de la détente verticale. Qu'est-ce qu'on observe ici au niveau des résultats? Donc j'ai mon groupe optimisé, c'est groupe profil force-vitesse, profil optimal, et j'ai mon groupe plus classique. Je vais avoir une différence assez notable d'amélioration de la performance, 12,7 cm de moyenne en haut pour 2,3 cm de moyenne en bas. Donc ça déjà en tant que préparateur physique, c'est assez intéressant si je dis à mon entraîneur qu'ils ont pris 12 cm de détente en moyenne ou s'ils en ont pris que 2,5. Mais surtout, on va aussi avoir 46 sur 46 qui progressent versus 7 sur 18 qui progressent. Donc là, moi, si je dis à mon entraîneur que j'ai fait progresser un tiers, la moitié de l'équipe, versus tous mes sportifs ont progressé, potentiellement la paye n'est pas la même à la fin du mois. Donc c'est des données qui sont très intéressantes parce que à la fois j'améliore ma performance, mais surtout j'ai un impact réel sur l'ensemble de mes participants parce que on leur donne du contenu, du bonbon, en lien réel avec ce dont ils ont besoin. Donc peut-être qu'en termes de qualité, on a des progressions plus importantes. Une erreur d'interprétation qui est souvent faite, c'est de penser que pour faire de la vitesse sur une détente verticale, il faut sauter à poids de corps. Seulement, quand on regarde nos données, on s'aperçoit que là où on génère le plus de puissance sur nos 5 sauts avec des incréments différents, c'est à poids de corps. Donc si je suis en train de développer de la puissance et que j'arrive sur le haut de ma courbe, je ne suis absolument pas en train de développer de la vitesse. Et pourquoi? Tout simplement parce que mes jambes sont capables d'aller beaucoup plus vite sur une presse, par exemple, où je n'ai pas mon poids de corps posé sur mon corps. Mais quand je fais un squat corps, je ne peux pas annuler le poids, ma masse, et donc je suis forcément sur un niveau de force minimal. Tac. Donc là, on s'aperçoit que quand on fait une étude profil force-vitesse sur des participants, où se trouve notre squat jump, on est quasi en plein milieu de notre profil. Il va y avoir des légères variations en fonction des qualités des sportifs. Certains vont être un petit peu au-dessus de 50%, d'autres un petit peu en dessous de 50%. Mais en gros, poids de corps, je ne suis pas du tout dans de la vitesse. Et un RM, si je place ma 1 RM ici, du coup je suis tout en haut de mon profil, orienté en force. Donc très clairement, quand je donne du contenu d'entraînement classique, du poids de corps à la 1 RM, je travaille une toute petite partie de mon spectre force-vitesse. Je ne suis pas du tout en train d'étaler mes qualités et du coup pouvoir piocher dans différents types de qualités. Donc l'idée, c'est, on a mis des études en place avec des plateformes de force contre le mur, et là on a poussé avec une machine guidée qui nous permettait de pousser de façon horizontale, et on s'aperçoit que de cette façon-là, on est capable d'aller générer des niveaux de vitesse bien supérieurs à un squat classique à poids de corps. Donc si je dois faire de la vitesse, il faut que j'arrive à délester mon propre poids et à être plus léger que je ne pèse. Et le régime n'est pas forcément la seule solution. Je vous mets ici des méthodes un peu plus artisanales qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est de se délester, de s'alléger du poids. Donc, il y a les méthodes avec les Swiss balls. Je viens là, pour le coup, faire tomber mes fesses sur le Swiss ball. L'élasticité me rebalance, je mets de la pression, je gagne quelques centimètres, et là, je travaille des qualités de vitesse au niveau de ma contraction musculaire. Même logique avec des élastiques, où je peux me délester du poids en venant tracter un petit peu plus là-haut, et du coup, j'allège un peu mes jambes. Et une méthode vraiment très artisanale, c'est le skateboard, dans le dos, je m'allonge et je pousse contre un mur. Là, je suis capable, de cette façon, d'aller atteindre, dans mon spectre force-vitesse, des zones beaucoup plus proches des vitesses max. Et donc, si dans mon profil optimal, mes sportifs ont besoin de travailler de la vitesse, je ne peux pas passer outre que ces méthodes-là. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire à poids de corps, de toute façon, je développerai de la puissance jusqu'à de la force. Avec cette étude, actuellement, on est capable d'aller jusqu'à quasiment 90% de V0. On n'est pas encore capable d'aller plus loin que ça, mais du coup, on élargit largement notre spectre. On passe au sprint.
En sprint, le problème, c'est que cette notion de profil optimal, elle ne va pas fonctionner. Elle va fonctionner, seulement elle va être dépendante de la puissance maximale, mais également de la distance sur laquelle j'évalue. C'est-à-dire que je vais avoir un profil optimal pour une distance de 5 mètres, un profil optimal pour une distance de 10 mètres, un profil optimal pour une distance de 15 mètres, etc. Donc je ne vais pas pouvoir appliquer mes mêmes méthodes que j'ai vues tout à l'heure. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fonction de sur quelle activité je me trouve, je vais pouvoir du coup orienter mon travail avec des catégories d'entraînement en fonction de la zone. Ici, c'est l'exemple sur des sprinteurs de 100 mètres. Quelle zone je veux faire améliorer? Je vais venir travailler avec des méthodes plus ou moins en force, plus ou moins en vitesse pour travailler mes qualités, plus ou moins en endurance quand j'ai fini d'accélérer. On peut s'apercevoir sur cette slide-là qu'en termes de niveau de force, donc là c'est les niveaux de force que vous avez des 20 meilleurs sprinteurs au monde, les niveaux de force au bout de 10 à 20 mètres, on n'a quasiment plus du tout de force. Donc en gros, si je suis sur du sport collectif, où mes accélérations vont rarement dépasser 15-20 mètres, travailler de la force va être très intéressant. Quand j'arrive sur ce type de profil, on peut travailler de la force, mais si je fais ça pendant 20 ans de carrière, je vais très très vite stagner. Donc il faut que je trouve d'autres façons d'entraîner mes sportifs. Donc si on veut entraîner ces qualités de force, il va falloir adapter d'un côté les mises en place. La force, ça va être relativement facile. De la même façon que tout à l'heure sur les détentes, on va se lester et du coup on va charger plus ou moins en fonction de si on veut atteindre de très hauts niveaux de force ou des niveaux plus intermédiaires de puissance, force, puissance. De l'autre côté, c'est beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, c'est possible. Là encore, on n'a pas vraiment d'alternative. On a ce type de machine comme le 1080, qui est une machine qui coûte extrêmement cher, où on va pouvoir faire de la survitesse, c'est-à-dire que de la même façon que tout à l'heure, là je vais me délester, je me sangle, j'ai un harnais qui me tracte, et du coup je vais pouvoir atteindre des niveaux de vitesse supérieurs à ce que je suis capable de générer de mon propre fait, et donc je cours plus vite que je ne suis capable de faire. Là pour le coup on est encore sur des sommes très importantes, il y en a pas mal en France, ça se développe de plus en plus, dans quasi tous les clubs pro là on en trouve, mais on ne peut pas faire ça de façon grand public. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire graphiquement, pour essayer que ce soit un peu plus clair, donc quand je vais faire un sprint à vitesse maximale, je vais très vite atteindre et dépasser ma puissance maximale, et donc ma zone de puissance maximale. La vitesse, elle va tellement augmenter que je ne suis plus capable de générer suffisamment de force, la puissance, force fois vitesse, donc elle s'écroule rapidement. Par contre, si je prends l'exemple d'un sprint lesté, là, je vais mettre plus de temps à atteindre ma vitesse maximale. Par contre, je vais passer beaucoup plus de temps dans ma zone de puissance maximale. Donc pour mon sportif, si je veux qu'il gagne de la puissance, comme dans le rugby par exemple, pour au bout de 5 à 6 mètres être très performant quand il va arriver au contact, je vais le lester de façon à ce qu'il passe plus de temps dans cette zone de Pmax, parce qu'on travaille ce qu'on entraîne, donc plus je passe de temps dans cette zone, et plus je vais développer ses qualités. Si je m'attarde sur ma force, de la même logique, on voit que la force, elle s'effondre très rapidement. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, nous on avait énormément ça dans la prépa physique, c'est il ne faut jamais dépasser 20% du poids de corps sur un chariot quand je fais du sprint de lesté. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà entendues. Et donc, il y avait un grand mythe qui disait que si je mettais 21% sur un chariot, j'allais me casser les genoux, quoi. Et qu'est-ce qu'on observe? Quand on met 20% de poids de corps sur un chariot, on génère un peu plus de force qu'un sprint à poids de corps. Par contre, si je l'oppose avec réellement un chariot plus lourd, dans ce cas-là, un chariot pour travailler de la puissance, en effet, je génère un peu plus de force. Donc si l'objectif pour mon sportif, c'est de travailler de la force parce que c'est ce dont il a besoin, il va falloir que je leste. C'est la même logique que si j'essayais de faire de la force en dépassant jamais 20% de l'ARM sur mes haltères. Je vais avoir un problème. Là, je vous mets l'exemple, c'est au rugby à 7, d'un vrai travail de force. Donc là, on voit qu'il va vraiment très très doucement. C'est le but, parce que ce qu'on veut, c'est que sur le sol, il appuie, il se cambre en avant, il se penche, et on sait que l'orientation, je ne viendrai pas là-dessus, mais on sait que l'orientation de la force vers l'avant, c'est un critère essentiel du sprint. Et donc là, il n'a pas le choix. Puisque c'est très lourd, si je veux lutter contre l'inertie, j'ai intérêt de me pencher et j'ai intérêt de tracter.
Là, je fais de la force en sprint. Évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain, on incrémente, comme on ne ferait pas du 90% de l'ARM du jour au lendemain, que ce soit bien clair. Certains vont peut-être se demander pourquoi sur les graphes d'avant, c'était 79% du poids de corps. En fait, ça correspond à la vitesse optimale, qui va être en gros la vitesse correspondante à je coupe ma vitesse max en deux. Et c'est à cette vitesse que je vais développer le plus de puissance sur mon sprint. Donc c'est pas toujours 79%. Le but, là, sur cette étude-là, c'était la moyenne du groupe, mais le but, c'est d'aller calculer cette charge qui va couper ma vitesse max en deux, et donc à laquelle je vais générer un maximum de puissance. Pour faire ça, on est sur la même logique que tout à l'heure avec la détente. C'est-à-dire que je vais incrémenter des charges petit à petit, je vais refaire mon évaluation force-vitesse comme tout à l'heure, et du coup, forcément, plus je suis lourd, moins je cours vite. Petit à petit, je vais me retrouver avec des vitesses moins en moins importantes pour une charge de plus en plus importante. Je fais de la force-vitesse sur mon sprint, et du coup, je vais obtenir à nouveau une régression. À partir de cette régression, si, comme tout à l'heure je vous l'ai précisé, l'évaluation a été bien faite et du coup j'ai un R carré qui est supérieur à 0,95, je vais me retrouver automatiquement avec calculé ma V-opt, ma vitesse optimale, celle qui va couper ma vitesse maximale par 2. Et ensuite, forcément, je vais pouvoir décliner tout mon prisme de vitesse en fonction de si je veux faire de la force, de la puissance force, de la puissance, etc., etc. Je vous passe rapidement sur les autres critères qui sont aussi des critères de qualité du sprint. Je vous parlais de l'orientation de la force en avant, etc. En gros, on a beaucoup de critères quand on fait un profil force-vitesse qu'on peut obtenir. Là, c'est clairement de l'entraînement, c'est pas très intéressant. C'est très intéressant, mais pas dans notre contexte. Pour en revenir du coup à notre activité musculation, maintenant au Velocity Based Training, une fois que j'ai évalué, comme tout à l'heure, du coup, mes niveaux de vitesse correspondant à mon intensité du jour, je vais pouvoir ne planifier qu'à partir de zones de vitesse. C'est-à-dire que je vais complètement arrêter de penser la charge sur ma barre et je vais demander à être dans telle zone de vitesse en mètres par seconde avec mes outils qui vont me donner mon feedback de vitesse. Si c'est 80 kg, c'est 80 kg. Si c'est 90 kg, c'est 90 kg. Je vais prendre un exercice, je vais faire ma gamme montante et en fonction de mon état de forme du jour, potentiellement, ce sera plus ou moins lourd, mais je serai toujours dans mon objectif. Par ce biais, vous comprenez qu'on va répondre à la première problématique, qui était la fluctuation de l'ARM. Comme mes vitesses sont extrêmement stables dans le temps, comparativement à l'ARM, si j'oublie la charge et que je planifie à partir des zones de vitesse, je sais que je donne du contenu qui va toujours être là où j'ai espéré que ce soit. On est également capable, à partir de la vitesse, de calculer et d'extrapoler une 1RM. C'est-à-dire que tous les jours... Bonjour. Je suis effrayant. Ou c'est peut-être l'odeur. C'est-à-dire que si j'ai ma vitesse de déplacement de ma charge et que je me situe entre 50 et 80% de l'ARM environ, je suis capable de façon très précise d'évaluer une ARM en fonction des mouvements. Donc tous les jours, je peux, comme dans le graphique que je vous ai mis là, avoir une idée de ma 1RM du jour. Donc là, vous avez 8 sessions d'entraînement, 8 entraînements différents. Si je travaille de façon classique avec l'ARM, je calcule ma charge max le jour 1, et ensuite, tous les jours, je travaille à 91 kg. Si par contre, je viens faire une évaluation quotidienne grâce à mes outils, en réalité, je me base sur la vitesse, mais là, je regarde ce qui se passe du côté de l'ARM, je m'aperçois que ma charge, tous les jours, fluctue, et que tous les jours, elle est en lien avec les besoins de mon sportif. On peut trouver aussi des tableaux d'équivalence comme ça se fait beaucoup, avec, en fonction des niveaux d'intensité et du nombre de répétitions à peu près espérées, je vais pouvoir me fixer à un endroit et donner des niveaux de vitesse. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est ça. C'est d'être capable de donner des seuils de perte de vitesse. C'est-à-dire que, pour répondre à notre deuxième problématique, qui était de donner arbitrairement du contenu, 4 fois 10 répétitions, 3 fois 3 répétitions, là, je vais me baser sur la perte de vitesse à chaque répétition pour venir donner à mon sportif un feedback et lui dire quand est-ce que tu t'arrêtes. Si c'est 8 répétitions, c'est 8. Si c'est 3 répétitions, c'est 3.
Ce que je sais, c'est que ma perte de vitesse va représenter mon niveau de fatigue de mon système nerveux, et donc, ou mon système périphérique, et donc, à terme, va demander à mon sportif de s'arrêter. Forcément, en fonction des niveaux de seuil, on va fixer des objectifs différents. Donc là, vous avez l'exemple. On a deux pratiquants qui travaillent à un même pourcentage de leur charge max. Ils sont censés être sur la même intensité d'effort. Pourtant, il y en a un qui va atteindre le seuil d'arrêt de sa série beaucoup plus rapidement que l'autre. Est-ce que ce sont des qualités d'endurance? Est-ce que c'est un état de forme du jour qui est plus intéressant d'un côté que de l'autre? Il est plus en forme que l'autre? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on lui a donné un stimulus équivalent. Donc, il s'agit de repenser totalement la planification de la musculation à partir de ça. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir à gauche des seuils légers de perte de vitesse, donc plutôt sur du travail qualitatif. Si je veux faire de la puissance, si je veux faire des choses où j'amène très peu de fatigue, potentiellement pré-match, très peu de temps avant ma compétition, je vais plutôt être sur des seuils très brefs, donc peu de répétitions parce que dès que je vais perdre, je vais m'arrêter, versus de l'autre côté, où là on va apporter beaucoup plus de niveau de fatigue parce qu'on va on va laisser une perte de vitesse plus importante, et donc potentiellement de l'hypertrophie, potentiellement de la fatigue mécanique si c'est un cycle qui se destine à ça, et je vais pouvoir planifier mon entraînement à partir de ça. Je vous propose maintenant la partie qui va normalement le plus vous intéresser. J'espère que les 2 premières parties n'étaient pas trop longues. L'aspect de la prévention et de la réathlétisation, et quel intérêt vont avoir mes profilages différents sur ces grandes notions. Dans le sport de haut niveau, il y a un type de blessure qui nous intéresse particulièrement, c'est la lésion aux ischio-jambiers. Vous pouvez voir, ça c'est un rapport qui est sorti il y a moins de 15 jours, sur les blessures en football professionnel. Et on peut voir du coup que c'est la blessure qui coûte le plus cher au club. Donc quand on est dans un domaine financier comme le football, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Si vous cherchez du travail, messieurs, dames, allez faire des ischios dans le football. Je ne vais rien vous apprendre, mais après une blessure aux ischios, on a des pertes de force importantes, que ce soit en concentrique, que ce soit en excentrique, que ce soit en ratio de force. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut entrevoir, je dis bien entrevoir, hein, ce n'est pas la solution miracle, on peut entrevoir une piste de prévention et de réathlétisation grâce au profilage. Ça, c'est un exemple d'un rugbyman de Grenoble, rugbyman pro. On se rend compte qu'il a habituellement une F0 autour de 8 newtons par kilo, qui est plutôt une bonne F0, donc un bon niveau de force maximale théorique. Et avec le cours de la saison, les matchs qui défilent, l'accumulation des matchs, la fatigue, les états de forme, il se blesse. Quand il se blesse, l'avantage c'est qu'il y a des évaluations fréquentes, on retourne voir ce qui s'est passé dans le profil avant la blessure. Et qu'est-ce qu'on observe? Qu'à ce moment, au moment de la blessure, on voit sur le profil force-vitesse en sprint une F0 qui est équivalente à 6,98. Habituellement, il est autour de 8. Après ma réathlétisation, je retrouve un niveau de F0 qui est beaucoup plus proche de ses qualités initiales, 8,40. Donc il est revenu dans ses normes. Il a une V0 un peu plus basse, mais il a une Pmax plus élevée. Donc potentiellement, là je peux me dire, en effet, il a récupéré de sa blessure. C'est des informations, là je vous donne un exemple sur un joueur, mais ce qui est intéressant, c'est que sur beaucoup de suivi de cohorte, sur plusieurs années, sur plusieurs saisons, on retrouve une grosse tendance, alors évidemment ce n'est pas toujours le cas, hein, mais on retrouve une très grosse tendance sur cette diminution de la F0 en sprint et le risque de blessure, de lésion aux ischio-jambiers. Donc potentiellement on peut penser que c'est un réel critère sur les protocoles de return to play, etc., pour valider est-ce que je peux revenir à la compétition ou est-ce que je suis encore en train de retravailler et d'être dans mon processus de réathlétisation. Forcément, ça va nécessiter des valeurs régulières. Je vais vous le montrer par la suite, mais je ne peux pas uniquement faire des évaluations de pré-saison et espérer
percevoir les fluctuations de la F0 dans le temps. L'avantage du coup, c'est que je vais avoir une sorte de cible à atteindre, et potentiellement, on le verra dans les ouvertures, est-ce que je peux déterminer des seuils pour prévenir les blessures à partir de ce facteur de F0. Je vais avoir une cible à atteindre dans mon processus de réathlétisation avant de valider le c'est bon, tu peux retourner sur le terrain, il y a moins de risques de se faire mal. Les tests isocinétiques, on sait par exemple que les vitesses qu'on atteint sur des machines sont extrêmement plus lentes que l'activité sprint. Là, on est vraiment sur une donnée, vous l'aurez compris, macroscopique sur l'activité sprint, ce qui va se passer sur le terrain. Si je suis sur une chaise ou si je suis sur un test RSI où on va mettre dans des sauts une notion d'explosivité, on sait que quand je sprint, à partir du moment où j'ai fait mon premier appui, où je suis parti vers l'avant, je suis déjà plus rapide qu'un counter movement jump. Et toute la suite de mon sprint est nettement plus rapide qu'un counter movement jump. Donc si j'évalue à partir d'un RSI ou ce type d'évaluation en me disant ça y est, les niveaux de force sont revenus, vous l'aurez compris par l'introduction de ce que je vous ai montré, les niveaux de force sont peut-être revenus à tel niveau de vitesse. Par contre, qu'en est-il des très hauts niveaux de vitesse? Là, on a un indicateur intéressant à suivre. Sans rentrer plus dans les détails, pour vous résumer l'idée, la priorité, ça va être un retour de la F0 post-blessure. Ensuite, ça va être, on va chercher à rééquilibrer notre profil en fonction des qualités de force et de vitesse. Et ensuite, on visera un retour de la Vmax, qui est un indicateur qui fluctue moins dans nos cas de blessure, donc qui est moins pertinent à prendre en compte quand on va avoir une lésion. Forcément, de ce bilan-là, qu'on a sur quelques années d'expérience, va en découler l'idée de la prévention. Est-ce que si je prends en compte mes F0 régulièrement et que j'arrive à percevoir ces fluctuations, est-ce que je suis capable de donner un signal d'alerte pour dire bah là potentiellement le match de cette semaine on va le squeezer parce que t'es pas en état et on va repasser sur de la musculation du sprint avec des chariots lourds pour refaire monter la F0, ou est-ce que on est sur de la fatigue, de l'accumulation de fatigue qui peut aussi venir jouer sur mes facteurs nerveux et du coup faire diminuer une F0. Parfois, la réponse ne va pas forcément être du volume d'entraînement supplémentaire, ça peut juste être 3 jours, 4 jours de stop, et puis on voit une F0 qui remonte ensuite. Au fil des études, on s'aperçoit clairement qu'une désorganisation des ischios va impacter l'accélération en sprint. Donc, si on a des facteurs qui fluctuent par rapport à cette désorganisation, potentiellement, on pourra anticiper ce risque de blessure. Le but ensuite, ça va être d'adapter l'entraînement aux besoins des joueurs. Ça a été mis en place dans le football professionnel, donc c'est possible. Dans le football, c'est très compliqué de modifier des choses, parce que très souvent, on ne veut pas ajouter du volume, et donc on ne veut pas faire sprinter les joueurs en dehors des matchs. Donc la semaine, c'est temps calme. Seulement, en termes d'adaptation mécanique, en termes d'adaptation physiologique, parfois c'est compliqué quand toute la semaine est en calme. Et on commence du coup à avoir des protocoles avec des clubs qui jouent le jeu et qui acceptent de faire de l'individualisation du processus de prévention. C'est-à-dire que là, l'ensemble des joueurs sont passés sur des processus de screening. On a regardé sur le sprint les besoins qu'ils ont. On va avoir de la technique, on va avoir des niveaux de force, justement, des niveaux de puissance. À partir de ça, chacun va se retrouver avec un protocole adapté, qu'on va adapter en fonction de si on a un match par semaine, ou qu'on va adapter en fonction de si on a 2 matchs par semaine, parce que dans les clubs qui jouent la Ligue des Champions, Ligue Europa, etc., ça arrive très fréquemment d'avoir 2 matchs par semaine. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas organiser de l'entraînement individualisé dans ces cas-là. Pour que ce type de mise en place soit valable, l'essentiel, ça va être ces résultats-là. Qu'est-ce que ça dit? Qu'il n'y a aucun lien entre la blessure aux ischio-jambiers et le profil force-vitesse à partir du moment où ces profils ne sont réalisés qu'une fois en pré-saison. C'est le grand classique. Je débarque dans un club, on est en juin, juillet, août, en fonction des niveaux, les prépas sont plus ou moins décalés. On va faire une grande batterie de tests à tout le monde, et puis ensuite la saison se déroule et on refera des tests l'été prochain. Si c'est ça,
on n'a aucune corrélation entre les blessures aux ischio-jambiers et le profil force-vitesse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on a des données récurrentes, à minima tous les mois, donc encore une fois, il suffit de sprinter une fois 30 mètres. Donc logiquement, à l'entraînement, on est capable de le caler à un moment. Là, on a des corrélations entre lésions aux ischio-jambiers et orientation et fluctuation des variables, des paramètres du profil. Ça, je ne sais pas si ça vous parle. C'est des mises en place qui seraient essentielles à faire, qui ne sont pas chronophages, qui ne sont pas extrêmement intenses, et qui pour autant peuvent vraiment changer des choses quand on voit les résultats qu'on peut avoir, quoi. Je vous reprends l'exemple de mes deux petits Barcelonais. Là, on peut avoir aussi de la prévention à travers la programmation d'entraînement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a deux profils différents, on peut considérer qu'ils ont les mêmes besoins, on peut considérer qu'ils courent tous les deux vite, qu'on va faire de la vitesse. Si, comme je vous le disais, le stimulus d'entraînement ne fonctionne pas et que j'augmente le volume, potentiellement je peux faire du surmenage qui mène à la blessure. Si là, dans ma programmation d'entraînement, j'ai bien évalué mes sportifs et que du coup je m'aperçois qu'il y en a un, c'est pas de vitesse dont il a besoin, mais c'est de force, peut-être que je peux diminuer ma quantité d'entraînement, mon volume total, mais comme le stimulus il va être en lien avec son besoin, il va tout de même progresser, et du coup à la fois j'ai pas un volume déconnant sur l'ensemble de ma semaine, donc je ne prends pas de risque de surmenage, et à la fois j'améliore les qualités, ce qui est mon objectif principal. Pour vous résumer les quelques hypothèses actuelles, donc il semble assez clairement qu'il y a un effet protecteur de la F0 sur l'activité du sprint. On peut donc s'interroger sur cet effet protecteur. Est-ce que, en le surveillant, est-ce que en prévenant, en réduisant les impacts de l'entraînement, etc., au moment où la F0 fluctue, est-ce qu'on diminue ces risques de blessure? La question de l'adaptation au stimulus, elle est énormément investiguée aussi en ce moment. C'est-à-dire que la réponse de l'activité sprint est dangereuse, je ne sprinte pas. On peut évidemment la tourner dans l'autre sens. L'activité sprint nécessite des qualités neuromusculaires, des qualités mécaniques, etc. Donc nécessite d'y être préparé. Donc c'est justement en l'introduisant de façon récurrente qu'on entraîne le corps et qu'on l'adapte à sprinter fréquemment et du coup à moins se blesser. Il commence à y avoir des résultats assez clairs sur j'ai des clubs qui limitent le sprint dans la semaine pour ne pas fatiguer, j'ai des clubs qui surchargent à base de sprint. Alors, encore une fois, surcharge, ça ne veut pas dire du sprint à toutes les séances, hein, qu'on soit bien d'accord, mais avec des entraînements basés sur le sprint, on observe des diminutions des niveaux de blessure chez ceux qui sont plus fréquemment soumis aux stimuli. Le dernier aspect, du coup, qui est beaucoup plus du domaine de l'ouverture, c'est la détection. Est-ce que justement, on pourrait à terme, en fonction de profil et en fonction et de manière individualisée, être capable de calculer des seuils? Est-ce que moi, Jason, quand je sprint, j'atteins tel niveau de force max pour tel niveau de vitesse? Est-ce que j'aurais une F0 limite qui pourrait me dire, là, signal d'alerte, on stoppe, on réoriente l'entraînement, potentiellement on récupère, et du coup, de tenter de prévenir tout ça. Bien sûr, les limites. Je vous apprends rien en disant que la blessure est extrêmement multifactorielle, que là, je vous dresse ça, mais ce n'est pas du tout la réponse ultime à toutes ces problématiques de blessure. En plus, ici, on n'a parlé que de l'aspect de la lésion des ischio-jambiers. Mais on va être sur quelque chose de très limité. Ici, je vous mets justement où est-ce que se situe l'impact des profils dans tout ce protocole. C'est une étude très récente sur la prévention en sprint qui est intéressante si ça vous intéresse. Où est-ce que ça s'impacte? Où est-ce que mon profil va prendre place là-dedans? Donc vous voyez bien qu'il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. On va avoir tout ce qui va être capacité fonctionnelle de notre corps, la mobilité, la force dans certains degrés, etc. Ça, vous y êtes très clairement confronté et bien meilleur que moi.
la technique de course. Ici, on est vraiment sur un aspect technique du sprint, et dans beaucoup de clubs, dans beaucoup de structures, on considère que notre sportif, quand il est en carrière, c'est trop tard pour changer des choses. C'est quand même un vrai problème quand on est préparateur physique de pouvoir accepter le fait que c'est trop tard, puisque notre boulot, c'est de faire changer des choses. Donc oui, modifier des techniques, c'est faisable à n'importe quel âge, on a plein d'exemples. Seulement, ça veut dire bien encadrer, ça veut dire connaître les techniques, ça veut dire être capable d'enseigner comment courir en sécurité. On parle du tilt du bassin, on a plein de points techniques, mécaniques qui sont essentiels pour limiter les contraintes au niveau articulaire, au niveau musculaire. La programmation du contenu, parce que énormément de blessures viennent du préparateur physique, et ça c'est important aussi de le rappeler, c'est que entraîner quelqu'un c'est pas facile, et pour autant beaucoup de personnes s'improvisent préparateur physique sans quantification, qui va être notre point suivant, c'est-à-dire combien je me suis entraîné, est-ce que je suis capable de quantifier ça pour limiter les contenus, les volumes, etc. Parce que ce n'est pas toujours s'entraîner plus pour performer, parfois c'est s'entraîner mieux, mais justement s'entraîner moins. Donc tous ces facteurs-là sont à prendre en compte et vont être essentiels pour ne jouer qu'une toute petite partie du puzzle de la prévention dans l'activité sprint, mais qui potentiellement serait très intéressant de faire de façon concomitante entre les staffs, les kinés, les préparateurs physiques, les médecins, toutes les gens qui encadrent les performances. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse mon mail en cas de questions annexes à celles qui vont être ici. Merci à Jason du coup pour cette intervention. Est-ce que par hasard il y a des questions? Quelqu'un aurait des questions là dans la salle? Oui. Alors attends, on va monter. On t'amène un micro. Vu que c'est enregistré, c'est mieux avec le micro si ça ne te gêne pas. Du coup, c'était à propos du profil optimal. Ouais. J'ai pas trop compris. En fait, c'est l'application ou le logiciel qui calcule ou c'est à nous de le placer? Ça a été automatisé. Initialement, c'est mathématique, mais du coup, ça a été computé dans le document Excel. Donc, on n'a pas à s'embêter sur comment on trouve nos informations. Si notre profil, du coup, en détente, a bien été calculé et repro avec une corrélation qui est intéressante, etc., on va avoir notre orientation de notre profil. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous remets la. Juste, vous inquiétez pas, ça termine pour la demi, ça c'est sûr. Si vous pouviez juste rester un petit peu attentif le temps que Jason finisse d'expliquer pour répondre à la question et qu'on puisse tous entendre. Je vais peut-être faire comme ça va peut-être être plus visuel. On va avoir deux types de profils. Voilà. On va travailler sur le 30 degrés, l'angle de 30 degrés, qui du coup va être conseillé sur l'activité sprint, même s'il y a des retours d'entraîneurs d'athlètes qui ne trouvent pas forcément leur compte là-dedans. Il y en a d'autres qui travaillent avec. Donc en gros, là vraiment, je vais pousser plutôt vers l'avant, versus le profil à 90 degrés, où là je pousse de façon verticale, donc beaucoup plus intéressante pour les volleyeurs, les handballeurs potentiellement, toutes les activités où je vais nécessiter vraiment une détente vers le haut, quoi. Et donc, on va avoir nos deux orientations, c'est pour ça qu'on a deux profils optimaux sur le graphe, et c'est pour ça que je vous ai dit, nous on s'intéresse qu'au bleu, parce que je prenais l'exemple de cette détente verticale, et donc on va retrouver nos conseils et nos catégories de déficit par rapport au profil optimal. Et juste aussi, du coup, est-ce que cette courbe a différencié, par exemple, comme vous avez dit, pour les piliers, ils vont plus privilégier la force, et pour les ailiers, ils vont plus privilégier la vitesse? Là, on est uniquement sur l'aspect de la détente. Ouais. Le profil optimal est valable. Il est valable sur le sprint, mais du coup, sur des distances données, donc 5 mètres, 10 mètres, et il ne va pas être équivalent. Donc mathématiquement, pour l'instant, ça ne tient pas. Donc là, ça tient, mais uniquement sur j'accélère ma propre masse de façon verticale. Donc c'est à la fois la grosse limite de cette méthode. En même temps, c'est une qualité qui se retrouve énorme. Mon Cristiano Ronaldo, il a été reconnu parce que tout le monde sait qu'il va sauter et qu'il va mettre sa tête bien au-dessus des autres, pourtant il n'est pas plus grand que les autres. Donc quand j'ai vraiment une qualité d'excellence, quand bien même je suis sur un sport beaucoup plus multifactoriel, hyper complexe au niveau de la performance, c'est pas juste sauter haut, mais juste sauter haut à un instant T d'un moment
pour mettre un but sur une action clé, potentiellement, si j'ai gagné 2 ou 3 centimètres grâce à ça, ça peut vraiment être une plus-value parce que ce qui va m'intéresser, là, c'est la performance finale. Donc non, c'est valable uniquement sur la détente pour le moment. Et donc, mon orientation de mon profil pour mon pilier, là, je vais plutôt me poser la question je vais analyser le mouvement et le besoin du mouvement poussé en mêlée, par exemple, et c'est quoi les niveaux de force d'une poussée en mêlée à ce moment-là, et du coup, de quoi j'ai besoin derrière à l'entraînement pour améliorer cette perf. Évidemment, dans tout ce que je vous ai montré ici, ça ne veut pas dire que j'ai un besoin en force, par exemple, dans ce cadre du déficit, je ne vais travailler plus que la force. Ça n'existe pas à l'entraînement. Je vais toujours avoir un entraînement classique, diversifié, mais dans cet entraînement, je vais individualiser certaines parties, je vais faire un focus sur certaines parties pour répondre aux besoins, et je ne peux pas d'un seul coup faire l'impasse sur la vitesse, je ne peux pas faire l'impasse sur l'explosivité, c'est vraiment une orientation plus que je ne fais que ça, quoi. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement ? Non ? Y a-t-il des gens qui ne voient absolument aucun intérêt par rapport à votre future pratique ? Je ne serai pas vexé. Non, je crois qu'à l'unanimité, apparemment. Cool. Voilà. Mon but était d'être un petit peu... de vous transmettre quelque chose, qu'on puisse échanger. Donc, encore une fois, il y a mon mail, vous n'hésitez pas. Si je pense que l'important sera la multiplicité des compétences, et on retrouve ça de façon, on en parlait avec David, un peu trop limitée encore en France, avec des guéguerres de postes, de staff, de je suis plus important que cette autre personne du staff, alors que la réponse est évidemment dans le fait de travailler tous ensemble, et connaître le travail des autres permet potentiellement de parler le même langage, et puis à terme de faire des choses un peu plus efficaces. C'est pour ça que j'étais absolument ravi de pouvoir venir ce matin vous présenter ça, et j'espère que ça vous aura apporté un petit peu. Merci Jason, merci à vous tous pour votre écoute.